Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre long reportage est le fruit d'une collaboration avec Krautreporter, un magazine en ligne allemand. Il relatait le témoignage de Johan Gustafsson, otage d'AQMI pendant près de 6 ans. Vous pouvez consulter ce long reportage en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Nous avons donc décidé de nous intéresser à la question de la réinsertion dans la société de ces otages et pour cela, nous avons contacté le docteur Malik Aïtaoudia, psychologue et qui s'est spécialisé sur la question du traumatisme. Docteur Aïtaoudia, bonjour. Bonjour. Alors, après des mois, voire des années en captivité, parfois torturés, sous la menace d'une exécution à tout instant, tout à coup, ces otages se retrouvent face à une liberté totale. Quel est le premier risque engendré par ce brusque retour à la normale? Alors, je, je reprendrai les propos du journaliste, qui est du caméraman de France 2, Jean-Jacques Le Garec, qui a dit que quand on est pris en otage, le pire, c'est de ne pas revenir. Mais quand on revient, le pire, c'est le retour. Donc, je pense qu'il résume très très bien ce vécu des otages euh, qui, à leur retour, vivent un choc. Réellement, on peut parler, après on parlait d'un choc du retour, qui se manifeste tout d'abord au plan émotionnel, parce que ceux-là, ils vont être confrontés à une réactivation émotionnelle très forte. Donc, et également, un aspect qui est social, qui est surtout relationnel, c'est-à-dire qu'ils retrouvent la liberté, et au moment où ils retrouvent la liberté, au moins ils sont libérés, je voulais dire, ils n'ont pas encore retrouvé leur liberté. Parce que retrouver la liberté est un processus qui va nécessiter du temps et de l'accompagnement pour pouvoir recouvrir ces fonctionnements ultérieurs. Car il faut savoir que la prise d'otage, est en effet, est toujours une rupture violente hein, dans la continuité du fonctionnement habituel d'un individu. Dans la plupart des cas, les preneurs d'otages ciblent les personnes pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles représentent et pas pour ce qu'elles sont. Hein. Donc il faudrait savoir que c'est un enjeu qui dépasse la personne elle-même qui est prise en otage. Et donc au moment où ces personnes sont prises en otage, ils vont effectivement subir des conditions psychologiques extrêmes. Parmi elles, l'isolement. Donc l'isolement de l'otage est une épreuve psychologique extrême, hein, où les personnes n'ont assez souvent hein, pas de contact avec des humains. Hein. Donc ils sont souvent mis dans des conditions où ils sont à l'isolement total, avec la question donc, des peurs, des angoisses, de l'ennui, qui va être plus la détention et plus la prise d'otage va durer, plus l'isolement va avoir un effet destructeur sur la personne. D'ailleurs, on note que souvent les otages retrouvent des stratagèmes hein, d'adaptation assez efficaces et ingénieux, où par exemple certains créent un langage hein, avec des personnages, d'autres réfléchissent et établissent soit des histoires qu'ils construisent dans leur tête, qu'ils alimentent au quotidien. Et d'autres vont même créer des personnages fictifs hein, avec lesquels ils entretiennent une relation quotidienne. Donc ça, le premier aspect, c'est vraiment l'isolement. Il faut savoir aussi, vous l'avez très bien signalé, hein, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait nommer comme le processus, en tout cas je le désigne par cette appellation, hein, le processus de l'hétéronomisation hein, qui va être mis en œuvre par processus d'hétéronomisation. J'entends bien le fait que les ravisseurs, hein, les preneurs d'otages, vont user de méthodes violentes vis-à-vis des otages, parfois avec des menaces de mort, des menaces d'exécution, des déplacements réguliers et fréquents. Tout cela, bien sûr, a, entre autres objectifs, le fait de faire perdre toute autonomie et toute initiative à l'otage. Comme ça, il deviendra donc chosifié pratiquement, hein, donc il pourrait être déplacé, comme on dit, et les preneurs d'otages peuvent arriver même parfois à accentuer ce processus jusqu'à avoir l'idée que même s'ils ouvraient la porte, l'otage ne serait pas en mesure de partir. Hein, donc, de créer une réelle dépendance, une réelle affiliation. Hein, donc c'est en cela on parle de processus d'hétéronomisation, donc il va être mis en place par les ravisseurs. Et d'ailleurs, ce processus-là, parfois, on peut
retrouvé dans les récits des otages le fait qu'il est associé, ou on retrouve associé des attitudes chaleureuses de la part des preneurs d'otages pour asseoir définitivement une emprise sur l'otage. Parce que l'otage Alors, est... justement, Oui. Justement, j'en profite parce que c'est vrai que on s'imagine souvent dans des cas de détention longue durée, comme ça peut souvent être le cas pour des prises d'otages, que donc la personne finit par développer un syndrome de Stockholm en fait vis-à-vis du ravisseur. Est-ce que c'est forcément le cas? Alors, je voulais juste vraiment vous préciser que en fait, le processus de d'hétéronomisation doit être différencié du syndrome de Stockholm. Donc, de ce qui a été nommé comme étant le syndrome de Stockholm. Dans le syndrome de Stockholm, je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, vous allez vous trouver des otages, d'ailleurs, la prise dans les années 70, d'où le nom de syndrome de Stockholm, c'est la déclaration des fonctionnaires de la banque qui ont été pris en otage, qui à leur sortie déclaraient que les bandits, donc les preneurs d'otages, les protégeaient et que les mêmes fonctionnaires avaient plus peur de la police. Donc c'est vraiment ça qui a permis de décrire un petit peu le syndrome de Stockholm. En fait, le processus d'hétéronomisation est différent en ceci que les personnes vont être soumises à une certaine terreur pour dépendre totalement de leur geôlier. C'est-à-dire, mais lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils quittent, souvent, même si parfois on entendrait, par exemple, des otages relevés par-ci, par-là, le fait que les preneurs d'otages ont été gentils, ont été accueillants, ont été bien traitants, lorsqu'ils signalent ces conduites-là, en fait, ils ne montrent pas une sympathie vis-à-vis des agresseurs. J'ai en tête, par exemple, le souvenir d'un chanteur algérien, Matou Mounès, qui a été pris en otage à sa sortie, lorsqu'il était invité, je crois, avec un Sinclair à l'époque. Ce qu'il avait déclaré, c'est qu'il faisait part plus de son mal-être, de toute cette souffrance qu'il a, que de parler des preneurs d'otages avec sympathie, même s'il avait signalé qu'effectivement, bon, on lui a laissé un espace pour lui, on s'est montré bienveillant à son égard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement installation de ce qu'on peut appeler le syndrome de Stockholm. J'ai aussi en souvenir avoir lu un document universitaire sur une fille, par exemple, au Brésil, donc qui a été prise en otage pour des rançons, et une fois qu'elle a été libérée, elle a profité vraiment de la présence médiatique pour faire passer les messages des ravisseurs, vers qui elle commençait à adhérer à leurs idées et à avoir de la sympathie pour eux. Ouais, donc il y a vraiment différents types de réactions pour le coup et différents types de développement autour du ravisseur. Tout à fait. Et c'est pour ça que certains otages, d'ailleurs, à juste titre, certains otages à juste titre ne comprennent pas qu'on puisse parler du syndrome de Stockholm avec l'idée qu'ils sont devenus sympathiques vis-à-vis de leur agresseur. Donc, effectivement, c'est des choses qui sont difficiles. Ceci dit, il y a des situations où, effectivement, je vous ai cité le cas du Brésil, le cas de Stockholm, dont le syndrome porte le nom, donc celui de 71-73, donc les années 70, où les personnes, après une détention d'une semaine, 6 jours pour Stockholm, mais je crois 7 jours pour la jeune adulte au Brésil, les personnes, après une détention de 6-7 jours, en ressortant, ils ont quasiment de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, un changement d'attitude vis-à-vis de leur agresseur. C'est-à-dire qu'ils passent de la sidération initiale et de la peur initiale à une sympathie, ou dans ce qui est décrit dans le syndrome de Stockholm, parce que ce n'est pas un syndrome clinique, il faut savoir que ce n'est pas un syndrome clinique, c'est une désignation qui nous permet de comprendre un comportement qui a été observé donc, entre ravisseur et sa victime, c'est-à-dire l'otage, où il y a une inversion relationnelle, où la victime va développer des affects avec et un attachement à son ravisseur, et parfois aussi le ravisseur va avoir aussi tissé un lien et une relation, en tout cas avec sa victime. Bien sûr, avec toujours un cadre d'emprise. Donc justement, une fois que l'otage est libéré, qui revient dans son environnement d'avant détention, on va dire, quelle est la première chose à faire en termes de suivi psychologique? Oui, peut-être la première chose à faire, c'est vraiment au moment de la libération. C'est-à-dire qu'avant même qu'il revienne. Parce que souvent, les prises d'otages
en tout cas, se passe soit dans des régions géographiques différentes, c'est que même s'il a été enlevé dans sa propre zone géographique, il est, pour des raisons d'asseoir leur stratégie opérationnelle, les preneurs d'otages déplacent la victime, l'éloignent. Hein, ils les ramènent plutôt dans leur propre zone où ils ont plus de liberté à agir et surtout à assurer leur sécurité. Et leur sécurité est d'autant plus menacée qu'ils ont un otage avec eux, hein, ou plusieurs otages. Donc, il y a le fait que les personnes, les victimes, donc les otages, soient dans un autre lieu donc géographique, parfois dans un autre pays, les choses commencent bien avant, dès la prise d'otages, qu'on commence vraiment à aider les otages. En commençant tout d'abord par s'occuper de leur famille, de leurs proches. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses qu'on fait. Dès qu'il y a prise d'otage, on contacte la famille, les services de police, mais pas que. Hein, donc, toute une cellule de prise en charge, dont des psychologues ou des psychiatres vont participer à accompagner la famille dans son processus. Ensuite, il y a au moment de la libération même, où l'otage passe par ce qu'on appelle le premier SAS. Le premier SAS, ça veut dire les premiers accueils, hein, donc de la libération, les questions vitales tout d'abord, hein, donc faire un examen médical pour s'assurer que, notamment lorsqu'il s'agit de prise d'otage de longue durée, de s'assurer que sur le plan somatique, hein, il n'y ait pas de conséquences et de ne pas passer à côté de quelque chose qui peut se révéler grave par la suite. Donc de prodiguer des premiers soins. En second, assurer à la personne des besoins premiers, à savoir nourriture, etc., tout en lui confirmant la sécurité. C'est pour ça que souvent on les amène dans des ambassades, etc., pour confirmer que là, ils sont totalement en sécurité. Ils sont revenus à un territoire de sécurité. Et ensuite, il y a, durant ce SAS, vous savez, tout un tas de procédures, parce qu'ils vont être écoutés pour des raisons de sécurité par les services des ministères concernés, donc voilà, notamment le ministère de l'Intérieur, les services du ministère de l'Intérieur, pour récupérer, en tout cas pour avoir quelques informations pour les services. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des débriefings, les premiers débriefings, qui vont être, s'il s'agit d'un otage seul ou de groupe, il n'y a que les modalités qui changent, hein, mais le processus reste le même. En fait, accueillir la personne dans un cadre de ce qu'on appelle des débriefings psychologiques qui vont avoir sur les lieux mêmes de leur libération. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la libération et le retour à la liberté. C'est à partir de ce moment où on va commencer à accompagner les personnes de leur point de libération jusqu'au retour à la liberté. Si vous permettez, je peux vous donner un exemple là. J'ai comme exemple les preneurs de détournement de l'avion Air France, où par exemple, les otages, parmi ceux que j'ai suivis, rapportent le fait que le plus dur, c'était après leur libération, donc tout le processus, ils devaient reprendre un avion pour rejoindre Orly. Donc vous voyez un petit peu, et là, à ce moment-là, à l'époque, on n'avait pas encore les dispositifs d'accompagnement pour expliquer ce qui va se passer et accompagner les gens et leur rassurer qu'il y a un, des éléments de sécurité et deux, des accompagnements psychologiques qui vont leur permettre de faire un retour progressif à la liberté, notamment lorsqu'il y a le retour, donc, comme je vous ai dit, vers son pays, et donc quitter le territoire. C'est comme s'ils revivaient presque leur traumatisme de la prise d'otage, le fait de devoir à nouveau reprendre l'avion, même si c'était pour revenir chez eux, c'était un peu revivre le traumatisme. C'est-à-dire parce que il faut savoir que dès qu'il y a prise d'otage, l'otage, au départ, passe. En fait, c'est plusieurs. Je veux dire, la question des otages est vraiment à considérer toujours dans des étapes successives qui s'articulent, hein, donc de la prise d'otage jusqu'à le retour progressif à la vie civile normale, je veux dire, de l'otage. En fait, il y a vraiment, c'est tout un processus de plusieurs étapes. Celle dont on parle, c'est celle de la libération. Donc, effectivement, lorsque donc, les otages quittent donc, leur geôlier, ils sont accueillis, et ça c'est vraiment très important, hein, par des services qui vont leur confirmer qu'il y a vraiment un cadre de sécurité qui est installé pour eux. Mais entre-temps,
pour votre question, entre-temps, entre la prise d'otage et ce moment de libération, l'otage s'est débrouillée toute seule. Elle s'est débrouillée toute seule pour se rassurer face à des menaces permanentes. Elle a puisé dans ce qu'on appelle des ressources personnelles, hein, avec de la créativité, pour créer des repères. Alors, lorsqu'il s'agit d'adultes, je vous ai dit, hein, c'est vraiment des choses, par exemple, maintenir une hygiène quotidienne, ou même parfois, même s'ils n'ont pas accès à l'eau. Hein. Donc, ils ritualisent un petit peu leur quotidien pour faire face mentalement, parce que la prise d'otage est une épreuve euh, essentiellement psychologique, hein, pour prendre l'otage. C'est-à-dire que les manquements et les violences sont là, bien sûr, sont physiques, hein, c'est important, mais le retentissement est psychologique. Hein. C'est un anéantissement, parfois, euh, qui, euh, qui, qui pourrait être mis en route, hein, mis en œuvre par les ravisseurs. Donc, face à des démarches aussi agressives, hein, et violentes, des agressions permanentes avec des menaces de mort notamment, ou l'humiliation aussi, hein, donc pour pour les otages, ben, les otages vont trouver des ressources avec lesquelles ils vont agir. Ces ressources, c'est des ressources essentiellement pour se protéger et pour juguler et réguler les niveaux élevés d'angoisse. Ils vont avoir un niveau assez élevé de stress et d'angoisse en permanence, avec des hypervigilances notamment. Hein. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un bruit au niveau de la porte, si c'est une porte ou parfois c'est en pleine nature, comme Bécancour, qui était mise dans des conditions de jungle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, l'hypervigilance augmente parce que l'otage pensera que c'est sa mort qui s'est approchée de lui. Que le moment de mourir est arrivé. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus épuisant pour un fonctionnement humain, au plan psychologique, au plan plus exactement émotionnel et cognitif. C'est vraiment des épuisements réels, hein, qui vont commencer à avoir des séquelles dès cet instant-là. Et donc, Alors, lorsqu'il... Pardon. non, j'allais dire justement, en termes de séquelles psychologiques, quelles sont les séquelles qu'on peut observer chez les anciens otages? Alors, je pense qu'il est important aussi, du coup, pour ça, de parler des conséquences immédiates, ça veut dire les conséquences de la libération, celles dont on parle, et des complications à long terme. Parce que c'est ainsi que les choses vont se présenter dans la plupart des cas, en tout cas dans un très grand nombre de cas. C'est qu'à la libération, les premières séquelles, c'est des séquelles, j'allais dire, réactionnelles. Hein. C'est-à-dire c'est des séquelles émotionnelles très fortes. Reprendre le contact avec les siens n'est pas quelque chose de simple. Hein. Donc l'accompagnement est nécessaire parce que les otages, lorsqu'elles vont revenir à leur vie d'avant, euh, vous savez qu'ils vont retrouver que les choses n'ont pas réellement changé. Par contre, leur perception et leur façon de faire n'est plus adaptée à cela, notamment au plan relationnel. Parce que les gens arrivent, les otages, par exemple, pour pouvoir reprendre contact et relation avec le conjoint ou la conjointe, les enfants, la famille, les proches, les amis, etc. C'est quelque chose qui est très, très éprouvant parce qu'ils vont comprendre qu'ils ont beaucoup d'efforts à devoir développer pour reprendre des choses qui peuvent paraître d'emblée simples. Donc ça, c'est parmi les conséquences immédiates. Hein. Donc c'est des conséquences d'ordre de dérégulation forte, hein, donc qui va mettre vraiment en difficulté l'otage. Hein. Ensuite, il y a les conséquences, les complications à long terme, au moyen terme, si vous voulez. Une fois que cette phase où vous savez, il y a l'intérêt médiatique, il y a le fait que les gens sont là, présents, ils comprennent que c'est un retour, que c'est très difficile, etc. Petit à petit, donc les médias vont de moins en moins parler de ça. Après, l'entourage éloigné va de moins en moins tenir compte que c'est le retour de l'otage, hein, même s'ils savent que, que, que la personne a été otage, ce qui n'est pas sans conséquence négative. Mais aussi, il faut signaler que c'est aussi une aide au retour à la normalisation, c'est au retour au fait que ce qu'on appellerait la réadaptation, hein, c'est que cette réinsertion au niveau professionnel, et au niveau social. Donc, ça, je vous parle vraiment dans l'immédiat et le court terme, où vont commencer à apparaître les séquelles du coup psychologique. Elles peuvent être nombreuses, mais essentiellement traumatiques. Essentiellement traumatiques. Elles peuvent être euh,
de différents types, hein. Dans le jargon, on parle de trauma simple et de trauma complexe, hein. C'est-à-dire différencier le fait que, par exemple, les preneurs d'otages, comme ils ont été attaqués dans leur être, dans leur humanité, ils vont, notamment il y a eu des répétitions de menaces ou des durées de détention importantes avec des privations, des violences, etc., ce qui est souvent le cas, ils vont développer ce qu'on appelle un trauma complexe. Le problème du trauma complexe, c'est qu'il y a des choses qui vont être modifiées dans leur propre personnalité. Et ça, ils vont se rendre compte, qu'ils ne sont plus les mêmes depuis qu'ils sont revenus. Alors ça prend quelle forme ces séquelles du coup? Alors, elles peuvent prendre vraiment, du coup, vraiment plusieurs séquelles. Émotionnellement, ils vont avoir vraiment du mal à réguler leurs émotions, de l'irritabilité, hein, qui va être très très forte. Ils vont avoir surtout à traiter avec les problématiques de certains sentiments qui sont très difficiles, très pénibles, hein. Le sentiment, par exemple, de culpabilité, de honte qui va apparaître. Ils ont la honte aussi d'avoir été, lorsqu'ils vont observer qu'il y a eu des changements, qu'ils ont été, en tout cas, ils le vivent ainsi. Ils le vivent comme s'ils étaient à l'origine et qu'ils avaient une quelconque responsabilité dans le fait que leur famille a été attristée, peinée, etc. Et donc, il y a aussi des séquelles qui sont d'ordre relationnel, hein. Ils vont avoir vraiment de la difficulté à entretenir les relations comme ils le faisaient avant. Mais le plus massif, j'allais dire, des manifestations, c'est celui d'avoir des reviviscences, à savoir que les images vont revenir. Et lorsqu'ils vont revenir, ils vont les vivre comme s'ils y étaient encore. Donc, ils ont avec parfois des phénomènes de dissociation, c'est que parfois ils oublient qu'ils étaient là. Donc, on peut les surprendre parfois à être absorbés dans leurs pensées. En réalité, ils sont en train de revivre. On peut même voir avec ça des manifestations qu'on appelle neurovégétatives. Ils vont avoir une tachycardie, pardon. Ils vont avoir une accélération du rythme cardiaque, ils vont avoir des transpirations. Ils revivent avec la peur que cela engendre. Ils peuvent avoir des hypervigilances constantes et permanentes, donc à des niveaux très élevés, hein, tout le temps un peu sur leur garde. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle les phénomènes liés au sommeil, notamment les cauchemars. C'est-à-dire que le moment du répit, hein, le moment d'aller s'endormir, pour avoir un peu de répit, les cauchemars vont apparaître. Et chez certains otages, et d'ailleurs on le voit même chez les soldats, ce phénomène-là, ça les perturbe d'autant cette affaire des cauchemars qu'ils se demandent que lorsqu'ils étaient détenus, ils arrivaient plus ou moins à dormir. En tout cas, ils n'avaient pas de cauchemars intenses qui pouvaient les perturber. Alors que depuis leur retour, les cauchemars deviennent massifs. Et donc, ça les ramène à cette réalité en permanence. Ils deviennent un petit peu, comme ils le décrivent, c'est-à-dire qu'ils doivent lutter contre ça en permanence, de jour comme de nuit. Donc, le temps de récupération, ce qui va, par la suite, ça je parle des conséquences psychologiques, mais elles ne sont pas les seules, hein, parce qu'elles peuvent amener, bien évidemment, à un isolement, donc social, émotionnel et affectif, qui parfois, c'est rare, mais c'est déjà arrivé, peuvent aller jusqu'au suicide. Ou euh, euh, l'introduction des conduites addictives pour réguler toutes ces émotions, notamment l'alcoolisation, avec les conséquences, bien sûr, sociales ou socio-professionnelles, si vous voulez, hein. Donc, on va voir que, par exemple, les gens vont avoir du mal à réintégrer leur travail, du mal à reprendre leurs activités sociales, à avoir de l'intérêt pour les mêmes choses auxquelles ils avaient beaucoup d'intérêt avant leur prise d'otage. Donc, voilà un peu le tableau clinique, si j'ose, qu'on pourrait trouver chez les preneurs d'otages. Rajouter à ça, parfois, lorsque les prises en charge ne sont pas adaptées, et ça c'est vraiment une réelle problématique, hein, pour les victimes, les otages victimes des événements extrêmes, le problème pour eux, c'est que plus le temps passe, plus ils vont voir que les séquelles, hein, donc, sont là, sont bien présentes, hein. Euh, et certains vivent ça comme si les preneurs d'otages, donc les auteurs de cette prise d'otage, ont réussi vraiment à les détruire. Et donc ils vivent avec l'idée d'un avenir quasi bouché, hein, et surtout l'idée de vivre
de ne plus pouvoir se débarrasser de toutes ces complications dont je viens d'énumérer un certain nombre. Alors justement, est-ce qu'ils arrivent un jour à revenir à une vie normale? Alors, c'est là où les choses me semblent importantes à préciser en tout cas. C'est que lorsqu'on parle de prise en charge, l'aspect du traitement psychologique des séquelles est vraiment une part importante. Mais elle ne peut pas se faire sans être inscrite dans une prise en charge plus globale. Par prise en charge plus globale, j'entends le fait qu'il y ait une prise en charge qui soit au plan social, donc d'accompagnement de ces moments de retour, mais pas que, c'est-à-dire que de rester disponible pour les otages. Parce que c'est difficile aussi, notamment pour le processus d'hétéronomisation dont je parlais tout à l'heure, la perte d'autonomie qui a été orchestrée par les preneurs d'otages, la personne elle souhaiterait vraiment reprendre de l'initiative, parce que la désharmonisation casse l'initiative personnelle et individuelle. Hein, donc, ils souhaiteraient la reprendre, et parfois, ils sont confrontés à des procédures, à des démarches juridiques qui sont très complexes. Après le retour, à des situations, donc, comme je vous ai dit, sociales, d'où la nécessité d'un accompagnement social et juridique, vraiment pour les aider à faire face aux procédures de, donc juridiques et tout ce que implique un retour à la vie sociale et professionnelle, mais aussi, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, ils vont être confrontés au fait que les séquelles psychologiques vont jouer, par exemple, le manque de concentration et l'intrusion qu'ils vont avoir en permanence par la reviviscence, donc revivre ces images-là, vont altérer euh, leur fonctionnement professionnel. Donc, euh, les, 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 prises en charge euh, doivent tenir compte du fait qu'il y a une réadaptation et un accompagnement à la réadaptation aux nouvelles conditions de liberté retrouvées et un traitement des séquelles psychologiques à proprement parler. Pour cela, euh, euh, il est important de rappeler qu'il y a ce qu'on appelle, nous, les cadres psychotraumatologiques, c'est qu'il y a vraiment des considérations cliniques nécessaires et indispensables à mettre en place. À savoir qu'une prise en charge psychologique et un traitement doit se faire par des praticiens spécialisés en psychotraumatologie. Euh, Et c'est un suivi qui dure presque toute la vie, j'ai l'impression, au final. Toute la vie, peut-être pas. Mais en tout cas, pourquoi je revenais à ça pour vous dire, parce que c'est aussi important de dire pourquoi on peut dire aux victimes des prises d'otages qu'ils peuvent être aidés dans leurs difficultés, même des années après. C'est pour ça que j'ai de vous expliquer qu'au départ, s'ils n'avaient pas bénéficié d'une prise en charge qui tient compte de ces éléments-là, ils peuvent reprendre une prise en charge C'est pas trop tard. adaptée. Pas du tout, pas trop tard. Et je vais vous dire, par exemple, une chose qui est importante lorsqu'on reçoit en thérapie, hein, donc en psychothérapie, ces personnes, la première chose qui est importante, c'est d'arriver quand même à pouvoir les aider à ce qu'ils puissent réidentifier hein, les ressources, leurs propres valeurs, leurs propres qualités, en leur permettant à la fois d'avoir une meilleure régulation des émotions, hein, donc ça c'est vraiment des leviers importants, de normaliser le fait qu'après avoir subi été victime d'une prise d'otage, en tant qu'otage qui retrouve sa liberté, on les aide à ce qu'ils comprennent que il est normal d'avoir toutes ces réactions et toutes ces complications. C'est-à-dire, c'est une normalisation et de leur expliquer que les traitements, d'autant plus qu'aujourd'hui, on dispose de méthodes qui ont montré leur efficacité réellement. Hein. Je parle de thérapie cognitive et comportementale centrée sur le trauma, qui ont vraiment montré, scientifiquement validé, hein, de réelles avancées cliniques considérables. On a aussi la thérapie dite EMDR, donc qui peut beaucoup aider hein, les personnes à retrouver leur fonctionnement. Maintenant, bien entendu, est-ce qu'ils peuvent reprendre une vie normale? Oui. Ça demanderait du temps. C'est variable en fonction des situations, des conséquences, à la fois de leur détention et de leur retour. Et il y a des considérations dont on doit tenir compte avant de nous prononcer
notamment lorsqu'on a des otages en face. Et on doit vraiment les aider à voir clairement quelles sont les possibilités qu'il aurait offertes. Et j'allais dire, moi j'ai toujours tendance à réaffirmer que le plus important pour cette question-là, c'est vraiment ce que pensent les otages eux-mêmes. Parce qu'ils savent que cette expérience a marqué quelque chose en eux. Et la thérapie n'a certainement pas, et ça serait vraiment du coup vraiment une erreur que de considérer qu'une thérapie est là pour aider les gens à effacer et à reprendre leur fonctionnement tel qu'il était avant. La thérapie vient aider les personnes à mieux inscrire le souvenir de, 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 de cet épisode de leur vie, qu'il puisse être inscrit dans leur démarche. Et pour arriver à cela, il est important qu'on puisse neutraliser ce qu'on appelle communément en milieu clinique la mémoire traumatique. C'est-à-dire arriver à désensibiliser cette mémoire traumatique, donc réduire les reviviscences, réduire les flashbacks, réduire les cauchemars. Par exemple, pour les cauchemars, je citais tout à l'heure les thérapies cognitivo-comportementales et le MDR pour le trauma de façon générale. Pour les cauchemars aujourd'hui, nous avons des thérapies qui ont montré une efficacité pour réduire les cauchemars, dont peuvent bénéficier aussi ces victimes d'otages pour avoir un répit nocturne, hein, donc de reprendre un sommeil qui est du coup très important dans le rétablissement qu'ils vont avoir. On a aujourd'hui ce qu'on appelle, nous, les RIM, donc les thérapies par répétition d'imagerie mentale. Donc les résultats sont vraiment significatifs et permettent aux personnes de reprendre comme ça, petit à petit, un fonctionnement dans leur vie en ayant intégré les enseignements qu'ils peuvent tirer de cette expérience, autant au plan personnel de comment ils ont pu donc dépasser et commencer à réintégrer euh, leur quotidien, d'abord et en premier lieu, et ensuite les projections euh, euh, qu'ils peuvent avoir pour leur avenir. Très bien. Eh ben, on va terminer là-dessus, parce que malheureusement, on manque un peu de temps. Mais donc, effectivement, on retiendra le retour à la vie normale est possible, mais le suivi psychologique la thérapie est évidemment très importante pour pouvoir y parvenir, en tout cas. Merci. Oui? Je voulais juste rajouter ça peut-être pour finir, c'est de dire en fait, lorsque les personnes victimes d'otages n'ont pas pu réintégrer leur vécu, il y a des difficultés qui peuvent effectivement rester, mais très souvent, il est vraiment important de dire est-ce qu'on a été à leur proposer une prise en charge adaptée? Est-ce qu'on a été les soutenir de façon conséquente, aussi bien au niveau social et juridique, dans la réadaptation et les accompagner le temps nécessaire? Parce que parfois, c'est vraiment ce qui est le plus difficile pour les otages, c'est surtout de se retrouver seuls, comme abandonnés par ceux qui devaient les aider à la fois reprendre donc ce chemin de la liberté et des thérapies, des thérapeutes qui seraient à l'écoute, attentifs, respectueux du rythme de la personne pour pouvoir les aider à réguler les conséquences traumatiques. Voilà. Merci beaucoup, docteur Aïta Oudia, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Je vous remercie. Donc je rappelle à tous nos internautes que si vous voulez consulter ce long reportage, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description du podcast. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.